Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons aborder le sujet de nos enfants. Et que ça soit pour un enfant Vata, Pitta ou Kapha, aujourd'hui dans ce podcast je vais vous présenter les caractéristiques des constitutions et vous apporter aussi des conseils concrets pour accompagner vos enfants et mieux les comprendre. Puisque devenir mère a profondément changé ma façon de regarder le corps, ma façon aussi de comprendre les émotions à travers ma fille. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue maman, ce sujet me passionne encore plus particulièrement. Et j'ai envie de partager avec les femmes de cœur à cœur, les femmes mères, les femmes qui souhaitent devenir mères, celles qui le sont aussi de bien d'autres manières, en étant par exemple assistante maternelle, en étant également institutrice, en étant grand-mère, bref, toutes celles pour qui ce sujet résonnera. En tant que maman, mais aussi en tant que praticienne en Ayurveda, j'ai pu observer à quel point la lecture des doshas pouvait transformer la relation avec son enfant, apporter moins de tension, plus de compréhension, plus de douceur et surtout moins de culpabilité. Donc dans cet épisode, comme je vous le disais, je vais vous aider à reconnaître si votre enfant ou l'enfant que vous avez en face de vous est plutôt Vata, Pitta ou Kapha. Comment est-ce que cela se manifeste concrètement dans son quotidien et dans le vôtre? Et puis comment l'accompagner avec plus de justesse et de sérénité sans chercher forcément à le faire entrer dans un moule qui ne le correspond pas. Alors c'est parti, installez-vous dans un moment de douceur, accompagné pourquoi pas d'une infusion bien chaude, d'un thé ou d'un café fumant. Et on est parti pour ces nouveaux partages. Alors tout d'abord, je voulais aborder avec vous la question de l'âge et de la dominance des doshas parce qu'il me semble très important de commencer par vous donner ces informations. Donc vous le savez peut-être, mais en Ayurveda, la vie humaine est divisée en 3 grandes phases. Chacune va être dominée par un dosha et ces phases correspondent tout simplement à des fonctions biologiques naturelles du corps qui nous concernent tous. Donc l'ordre est toujours le même et je les aborderai juste après plus en profondeur, mais c'est tout d'abord le dosha Kapha qui va gouverner la construction, puis vient le dosha Pitta qui va gouverner la transformation, et ensuite le dosha Vata qui va gouverner la dégénérescence et la mobilité. Donc sans surprise, la première phase de vie qui a lieu de notre naissance et qui va gouverner toute notre enfance, c'est la phase qui est dominée par le dosha Kapha. Donc c'est vraiment un âge de construction et de croissance et elle s'étend jusqu'à environ 20 ans puisque c'est l'âge de la construction des tissus, de la croissance, de la stabilité. Et le corps va construire sa matière, son immunité, sa masse corporelle. L'énergie est donc beaucoup plus tournée vers l'anabolisme. C'est une phase où on a de fortes capacités de récupération, de cicatrisation. On dit que les enfants récupèrent vite, cicatrisent vite. Les tissus sont souples, bien hydratés. Il y a une tendance aussi aux mucosités chez les enfants et un besoin de structure, de repères et de sécurité. Donc ça c'est important à savoir, c'est que tous les enfants sont dans un âge en fait gouverné par le dosha Kapha, mais néanmoins il va y avoir d'autres tendances qui vont venir un petit peu modeler, apporter d'autres lectures, puisqu'on va les voir avec les caractères tributaires de chacun des doshas. Donc un enfant Vata, même s'il est en âge Kapha, va quand même avoir des caractéristiques propres au dosha Vata. Vous l'avez compris, la période de l'enfance est une période dominée par Kapha. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire un distinguo entre les caractéristiques de chacune des constitutions ayurvédiques. Donc je vais surtout parler ici des constitutions simples. Et puis à force aussi avec les vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne, les ateliers aussi que j'ai donnés sur les bases de l'Ayurveda, vous serez en mesure de reconnaître la constitution. Par exemple, si votre enfant a une constitution double, c'est assez facile de la reconnaître. Donc les enfants Vata. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un enfant Vata? À l'écran, je vous ai mis une image d'un petit garçon et d'une petite fille Vata dont vous pourrez aisément apercevoir les caractéristiques. Donc le corps est fin, élancé, mince, l'ossature est beaucoup plus visible que pour les autres constitutions. On a peu de masse musculaire ou de tissu adipeux.
la silhouette aussi peut paraître beaucoup plus fragile. L'enfant est souvent grand pour son âge ou au contraire assez petit. C'est pas toujours le cas, mais ce sont des choses qu'on peut observer. La peau est facilement sèche, parfois sensible. Les mains et les pieds sont souvent froids. Ce sont des enfants qui sont assez frileux et ils ont une tendance à se déshydrater beaucoup plus vite et avoir soif beaucoup plus vite. Les cheveux sont assez fins, parfois secs ou emmêlés, souvent bouclés, mais pas toujours. Mais il y a souvent peu de densité. Sauf si on a du kappa en second dosha, par exemple, chez des vata kappa, ça peut être le cas. Le regard peut être souvent fuyant. L'enfant va avoir du mal à regarder en face, les yeux sont mobiles et souvent de petite taille. Il bouge, il se balance, il change de position, il a du mal à rester immobile longtemps et il peut paraître aussi assez maladroit et peu ancré. Souffrir d'un appétit irrégulier, oublier même de manger et avoir des sensations de faim variables d'un jour à l'autre. Ce sont des enfants qui souffrent de ballonnement facilement, de constipation et qui ont une digestion très sensible au stress. Ils vont ressentir aussi très intensément la douleur et réagir fortement aux sensations désagréables. Donc ce sont souvent des enfants assez expressifs qui vont exprimer aussi vite leur inconfort, que ce soit au niveau du froid, de la texture, de la chaleur, de la lumière qui est trop intense ou encore des bruits qui vont être trop forts parce que leur système nerveux va capter beaucoup d'informations et ils ont un système nerveux qui est très sensible. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Du coup, ça rend l'enfant vata très sensible à son environnement, que ce soit les émotions des autres, ce sont vraiment de véritables éponges, mais aussi l'ambiance de la pièce ou encore les tensions, les énergies aussi qui vont tout simplement dominer à l'instant T. Alors quand je parlais aussi de sensibilité à l'inconfort, aux choses, vous savez, c'est par exemple un enfant pour qui l'étiquette va gratter ou la matière d'un vêtement va être inconfortable ou encore lorsqu'il va y avoir une température désagréable, eh bien ils vont vous s'initier assez vite puisqu'ils sont très réactifs et sensibles. Donc ça c'est assez drôle de l'observer. Et puis souvent aussi on peut observer des enfants dans la lune. Vous savez, des enfants qui ont du mal à être dans l'instant présent, à écouter ce que vous allez dire. Donc ils sont souvent dans leur tête. Mais ça donne aussi un côté imaginatif, créatif. C'est un esprit qui fonctionne par association rapide d'idées, avec beaucoup d'idées qui arrivent en même temps. Ils peuvent avoir du mal à les classer ou à faire le tri dans tout ça. Mais voilà, ils passent d'une idée à l'autre assez vite et ils peuvent être bavards, surtout lorsqu'ils sont en confiance. Donc vous racontez leur journée facilement, ou raconter des histoires, on va le voir juste après. Ils peuvent avoir du mal à poser leur attention dans la durée et souvent aller vite et parfois trop vite. Alors par exemple, c'est ce que j'ai observé, ça va donner des enfants qui peuvent facilement bégayer justement parce qu'ils vont avoir beaucoup d'idées qui s'en mêlent ou parce qu'ils peuvent être sensibles au stress. Alors aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'enfants vata qui sont étiquetés TDAH et ça rappelle tout simplement aussi cette dominance de vata parce que le TDAH est un déséquilibre du dosha vata qui apporte cette sensibilité donc particulière du système nerveux. Donc voilà, c'est à savoir, beaucoup d'enfants vata souffrent de ce trouble. Et sur le plan de l'énergie, eh bien, les enfants vata sont très enthousiastes, partant pour tout, curieux. En revanche, c'est un enfant qui fonctionne souvent par à-coup d'énergie. Donc, ils vont avoir beaucoup d'énergie, l'utiliser, pas toujours de la bonne manière, et se sentir soudainement épuisés. Donc ils vont avoir en fait tout simplement beaucoup plus besoin de repos. Alors c'est pas forcément dormir, ça peut être un repos d'essence, être dans un endroit calme, faire une activité apaisante, faire une sieste aussi plus importante que les autres enfants. Ça c'est très important d'avoir un repos restauratif et qui soit un peu plus long que les autres. Alors comment accompagner un enfant vata ? Eh bien la première chose à mon sens qui est essentielle, c'est d'apporter des moments de calme, notamment après l'école, après une journée qui a été très stimulante. L'enfant vata, vraiment c'est impératif, il a besoin de redescendre dans son corps. Donc il faudra vraiment veiller à l'accompagner. Donc par exemple, on va éviter de le surstimuler avec des écrans, du bruit, des activités qui vont s'enchaîner. Ça va augmenter son stress, son anxiété et même parfois sa colère. Parce que ce sont des enfants qui réagissent encore plus fort que les autres aux stimulations et qui ont donc besoin d'être canalisés. Et d'ailleurs, je rajouterai aussi à ce propos tout ce qui va être excès de sucre
ils réagissent beaucoup plus vite que les autres au sucre. Donc attention, après la période de l'école, pour le goûter notamment, je vous donnerai aussi des conseils par rapport à l'alimentation. Évitez de les surstimuler avec des éléments trop sucrés, comme du chocolat, des bonbons, des gâteaux trop sucrés. Donc on privilégie par exemple un temps de lecture calme, une discussion douce. Ils sont très très sensibles à ça, la discussion dans la douceur, dans l'apaisement, ça leur fait beaucoup de bien. Une méditation qui va être courte ou ludique aussi, ça leur fera beaucoup de bien. Ça peut être dans la soirée un petit massage, par exemple des pieds, des mains, avec une huile chaude par exemple de sésame ou de rose, c'est très intéressant pour les détendre. Un bain chaud, une boisson chaude. Donc là par exemple j'avais pensé à un lait d'amande avec de l'hydrolat de rose dans lequel on pourra mettre une petite date pour sucrer et puis une petite infusion de camomille qu'on mettra à infuser dans ce lait végétal. Ça apaise énormément les enfants Vata. Voilà, donc ces moments de calme vont permettre de réguler leur système nerveux et de leur faire beaucoup de bien. Ensuite, je dirais que l'instauration d'une routine, elle est indispensable évidemment pour tous les enfants, mais les enfants Vata, ils sont encore plus sensibles, notamment en grandissant, puisque les Vata ont besoin de repères stables, d'heures de repas régulières, d'une heure de coucher qui va être constante, de rituels rassurants. Donc n'hésitez pas à entreprendre une routine avec lui pour se détendre, s'ancrer et apaiser ses angoisses et son stress. Donc ça peut être du yoga, de la danse, un massage, comme je disais, une discussion, le bain chaud du soir, ce moment aussi cocooning, vous allez prendre cette infusion ensemble, de la lecture évidemment, tout ce qui fera sens pour vous et pour votre enfant. Ensuite, il y a l'alimentation. Donc, comme je vous l'ai dit, le système digestif des enfants Vata peut être sujet à de l'irrégularité, à de la constipation et être sensible au stress. Donc, attention à bien intégrer des aliments plutôt chauds, onctueux, nourrissants et réguliers. Donc les matières grasses vont être indispensables. Donc, je pense notamment au ghee, à l'huile d'olive, à l'huile d'avocat, à un beurre par exemple de bonne qualité qui vont nourrir leur corps et le système nerveux. On évitera les plats froids, les boissons froides, donc par exemple les yaourts ou les desserts froids. Soyez très vigilants aux températures. Par exemple, ne donnez pas un yaourt froid qui sort du frigo à un enfant Vata parce que ça les crispe, ça les déséquilibre et ça les refroidit. Les crudités aussi, ça sera en petite quantité. Et puis, ils ont besoin d'épices pour booster leur digestion. Donc, n'hésitez pas à en intégrer dans les compotes, dans les cannelles, dans les gâteaux, dans toutes les préparations. Alors, je vous donne une petite liste qui peut être intéressante. Donc, la cannelle, le cumin, le fenouil, la cardamome, un curry qui va être doux. Ça peut être du safran, du thym, de l'origan, de la sarriette ou encore de la noix de muscade et de la vanille. Ça, c'est intéressant pour les enfants Vata. Privilégiez les légumes bien cuits, les soupes, les bouillies, les purées, les viandes tendres, les céréales chaudes. Ça, c'est très intéressant pour les enfants Vata. Évitez tout ce qui va être aliments secs ou croquants, donc je pense notamment aux fruits secs, aux chips, aux cracottes. Et puis veillez à ce que votre enfant Vata prenne son repas dans un moment de détente et pas dans le stress ou dans l'agitation parce que ça serait vraiment très déséquilibrant pour eux. Alors en conseil, je vous partagerai également le besoin de découverte, donc le fait de soutenir ce besoin de découverte parce que l'enfant Vata a un immense besoin d'explorer, donc que ça soit par des ateliers, des sorties, des changements de cadre, des voyages. Ce sont vraiment des sources d'équilibre et de joie pour lui et ça accompagne son besoin de mouvement et de connexion qui le nourrit. Donc que ça soit la connexion à la nature, aux animaux, aux autres enfants ou tout simplement aux expériences. Ça l'apaise beaucoup. Et puis la sécurité émotionnelle aussi, parce que ce sont des enfants qui sont très anxieux, qui doutent beaucoup d'eux et donc qui ont énormément besoin d'être rassurés, encouragés, mis en valeur. Sinon, ils peuvent, comme je disais, devenir encore plus agités, se renfermer et devenir anxieux et stressés. Donc pour ça, montrez-lui que vous avez confiance en lui, soulignez ce qu'il fait de bien, faites avec lui, soutenez son besoin aussi d'autonomie tout en le rassurant. Proposez également de verbaliser parce que l'enfant Vata a besoin de parler pour se poser. Il va se poser beaucoup de questions, verbaliser ses émotions, raconter. Donc le dialogue, c'est vraiment un outil essentiel pour l'aider à se réguler. Donc n'hésitez pas à soutenir ce besoin et à y répondre. Instaurer des moments de discussion autour de la table. Ça peut être des moments aussi où vous allez créer des histoires ensemble, que dans des moments par exemple quand vous êtes sur le chemin du retour de l'école ou à table, ou à des moments comme ça où votre enfant va être propice aussi à peut-être plus se livrer à vous. Mais c'est indispensable, le dialogue est indispensable pour les enfants Vata.
Alors, nous allons maintenant passer à l'enfant Pita. Donc, à l'écran, vous allez retrouver 2 photos d'un enfant Pita qui sont assez caractéristiques des traits Pita. On peut voir par exemple que le visage est bien proportionné, les traits sont ni trop fins ni trop massifs. On a en fait une certaine lumière aussi qui émane du visage de l'enfant Pita, que ce soit à travers ses cheveux qui vont être assez brillants, le regard aussi qui peut être très perçant, avec aussi une certaine luminosité dans le regard. La posture en général est bien assurée, on a une musculature qui est assez visible et tonique. Une impression aussi de solidité, de confiance en soi, un regard qui est assez intense. Et puis on va retrouver aussi les caractéristiques Pita que je vous ai déjà énoncées, que ce soit dans mes ateliers sur les bases de l'Ayurveda ou encore dans mes vidéos propres à Pita, avec par exemple une peau qui va être assez douce, des taches de rousseur. Ça peut être aussi une peau qui va rougir facilement. L'enfant ne va être pas forcément grand ou petit, mais ça peut être le cas, mais ce qui va assez dominer, c'est la densité et la force fonctionnelle du corps. C'est un enfant qui paraît solide, fort, qui prend du muscle facilement aussi. Et encore une fois, qui sait bien se tenir, qui a une certaine prestance, une certaine aura aussi chez les enfants Pita. Et souvent, ils vont avoir une bonne chaleur corporelle, c'est un des signes aussi les plus parlants. Donc transpirer facilement, on peut avoir une certaine moiteur, que ce soit dans les chaussettes ou dans le t-shirt. Parce que c'est un enfant qui va transpirer facilement pour réguler sa température, qui peut monter vite. Il a souvent chaud, il supporte mal les environnements chauffés. Et puis quand la chaleur monte, on peut observer justement des joues rouges. C'est le cas par exemple avec ma fille, une peau qui va être chaude au toucher ou encore une agitation ou une irritabilité qui va être accrue. La peau des enfants Pita est sensible, elle est douce, elle est chaude, elle peut être sujette aux rougeurs, aux irritations ou encore aux petits boutons parce qu'elle est sensible et réactive. Et elle peut aussi réagir facilement, ça c'est quelque chose qui est intéressant à noter, au frottement des vêtements, aux émotions intenses ou encore à la chaleur de la pièce. Donc le visage et le regard sont souvent expressifs, bien dessinés et symétriques, vous le voyez sur les photos que je vous ai mis à l'écran. Les traits sont marqués, le regard est perçant, concentré, parfois intense. C'est l'enfant qui va vous regarder droit devant sans détourner le regard. Et on sent, comme je disais, une présence forte et une capacité aussi à se focaliser. Physiquement, l'enfant Pita a souvent un bon appétit, une faim régulière et une intolérance au fait de sauter un repas, ça peut le rendre irritable. Et puis chez l'enfant Pita aussi, les émotions s'expriment souvent dans le corps par une montée de chaleur, de l'agitation, des tensions musculaires, une rougeur du visage ou encore de l'énervement. Donc c'est souvent un enfant qui est dynamique, qui est motivé, qui est très engagé dans ce qu'il fait. Il va aimer les défis, il aime avancer, il aime comprendre, aller au bout des choses et réussir ce qu'il entreprend. C'est un enfant ambitieux et parfois ça s'observe très tôt. C'est-à-dire qu'il va se fixer des objectifs, même inconsciemment, et il va se mettre beaucoup de pression pour bien faire. Et les enfants Pita, ils ne supportent pas la lenteur, le flou, l'indécision, que ça vienne de n'importe quel adulte d'ailleurs, un parent comme une autre personne, et aussi le manque de clarté de la part d'un adulte. C'est-à-dire qu'il a besoin de cadres clairs, structurés, cohérents. Et quand le cadre n'est pas là, la frustration va monter vite, ce qui va en fait l'amener à tester l'adulte, à le brusquer, parfois même à frapper et à se mettre en colère. Donc sur le plan émotionnel, comme l'adulte, en fait, l'enfant Pita est plutôt colérique, les émotions sortent rapidement, intensément. Ça peut aussi vouloir dire que ça redescend assez vite, donc ça monte vite dans les tours mais ça redescend vite aussi. C'est souvent un signe de surcharge, de feu, d'une frustration aussi qui est mal exprimée ou non exprimée. Ça donne aussi des enfants souvent très intelligents avec un grand discernement, qui aiment comprendre, découvrir, apprendre de nouvelles matières mais aussi approfondir, ça c'est important pour eux. Ils n'aiment pas se contenter de survoler parce qu'ils veulent absolument comprendre. Ils n'aiment pas aussi s'ennuyer, ils peuvent s'ennuyer très vite, surtout si l'activité manque de sens ou de stimulation. Et l'ennui d'ailleurs, c'est souvent un déclencheur de colère ou d'opposition. Donc ça aussi, c'est intéressant à observer chez l'enfant Pita. Alors comme je disais, l'appétit est souvent dense, il peut perdre son calme facilement lorsqu'il a faim et qu'il doit passer à table. Alors ma fille est comme ça d'ailleurs, quand elle doit passer à table, c'est là qu'elle perd un peu son sang-froid. Alors comment est-ce qu'on accompagne un enfant Pita? Quels conseils je pourrais vous donner tangiblement? Eh bien déjà, c'est d'avoir des soupapes de décharge parce que le fait de s'exprimer évite l'explosion, l'implosion.
Le sport est par exemple une très bonne soupape de décharge, hein. C'est un excellent allié pour l'enfant Pita parce que ça lui permet de canaliser son énergie, nourrir son goût du challenge, se dépasser aussi de façon saine. Quand je dis sport, donc quand ils sont tout petits évidemment, ça va être par exemple les encourager à aller courir, à bien marcher, à bien se défouler pour éviter justement de monter en pression quand ils sont frustrés. Et évidemment, par la suite, c'est de choisir un sport avec votre enfant Pita et qui doit rester un plaisir. Ça ne doit pas être une pression supplémentaire parce qu'ils s'en mettent déjà suffisamment naturellement. Plutôt des sports, par exemple des sports d'eau, des sports pourquoi pas de combat qui vont canaliser leur feu, de la danse classique ou tout autre sport qui leur fait plaisir et qui leur plaît. Les activités douces aussi doivent avoir une grande place, que ce soit aller marcher, faire pourquoi pas du yoga. Ça les apaise beaucoup. Avoir des moments dans la nature, par exemple, pour se rafraîchir. Donc rafraîchir le mental, les apaiser, faire redescendre le feu et apporter de la douceur. Donc la douceur, c'est aussi un élément indispensable pour équilibrer un enfant Pita. Donc la douceur, ça va passer par des moments sans objectif à atteindre. C'est apporter de la douceur, que ce soit des câlins aussi, mettre des matières douces qui les réconfortent, partager une activité juste pour le plaisir. Donc ça peut être par exemple faire une recette ensemble, jouer à un jeu sans enjeu ou être tout simplement dans l'instant présent ensemble. Et ces moments-là nourrissent profondément l'équilibre émotionnel de l'enfant Pita. Alors, apporter de la confiance aussi, je dirais que c'est une autre clé d'équilibre parce que l'enfant Pita a besoin de sentir qu'on a confiance en lui, pas seulement dans les résultats qu'il va avoir, mais vraiment dans ce qu'il est. Donc, c'est important de valoriser sa capacité à réfléchir, son discernement, ses efforts, ses actions et surtout de lui apprendre que tout ne doit pas toujours être parfait. Voilà, que dans l'imperfection, il y a de l'amour et il y a de l'existence aussi. L'alimentation évidemment est un autre point clé pour les enfants Pita, donc on va privilégier une alimentation rafraîchissante, hydratante, douce pour le système digestif, donc par exemple des légumes cuits mais pas trop épicés, disons avec des épices particulières, donc par exemple la menthe poivrée, la coriandre, la cardamome, le safran, les currys doux, la vanille aussi sont des épices de choix pour les enfants Pita. Des fruits mûrs et juteux, ça c'est intéressant, des céréales douces comme le riz, l'avoine. Ils tolèrent aussi très bien tout ce qui va être légumineuse, donc par exemple les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les flageolets, les lentilles corail, c'est très bon pour les enfants Pita. Les matières grasses sont utiles, mais attention à ce qui va être trop gras, donc privilégier le ghee, pourquoi pas un peu d'huile de coco, l'huile d'olive douce aussi est intéressante pour les enfants Pita. Attention aux plats trop épicés, donc attention à la moutarde, à trop de poivre, le piment évidemment, ou encore trop de sel, c'est très déséquilibrant pour eux. Les produits frits, les produits lourds ne sont pas bons pour eux. Le sucre en excès, ça nourrit l'inflammation. Donc quand on abuse en fait d'aliments qui déséquilibrent l'enfant Pita, ça va se traduire par plus d'impatience, plus de colère, plus d'inflammation, parfois aussi plus de rougeur ou de sensation de chaleur et plus d'agitation. C'est aussi un enfant qui est ouvert à la découverte, même la découverte culinaire, mais qui peut avoir des exigences alimentaires, donc par exemple avoir un aliment à une certaine température ou encore présenté d'une certaine manière. La précision et le cadre, comme je vous le disais, les rassurent beaucoup et donc ils peuvent être très demandeurs aussi de ce point de vue-là. Alors du coup, est-ce que vous avez reconnu votre enfant Pita ou votre petit enfant Pita ou encore des enfants peut-être que vous gardez ou dont vous vous occupez qui ont ce caractère, qui ont ce descriptif. Pareil pour les enfants Vata, est-ce que vous avez aussi peut-être reconnu un enfant Vata dans votre entourage? Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi un petit peu ce que vous avez retrouvé à travers ces descriptions. Alors maintenant, on va passer à l'enfant Kappa. Donc là pareil, je vous ai mis 2 photos d'une petite fille et d'un petit garçon Kappa. Vous voyez déjà que les traits ne sont pas du tout les mêmes. On a des traits qui sont plus épatés. On a une douceur aussi qui émane des visages de ces enfants Kappa qui est très intéressante à observer. Alors déjà au niveau de la morphologie, donc ce sont des corps qui sont souvent plus massifs, plus ronds, alors d'une part par cette densité osseuse qui est plus épaisse, mais aussi parce que ce sont des enfants qui vont stocker plus facilement. Ils vont avoir une ossature souvent solide et plus dense. Et comme je le disais, une prise de poids aussi beaucoup plus facile. Ils peuvent avoir la peau assez grasse ou en tout cas épaisse et bien hydratée, une peau qui est très douce, des cheveux souvent épais, bien fournis,
qui peuvent être aussi gras. Donc par exemple, chez les enfants kappa, on peut observer des pellicules grasses, par exemple de stress, alors que chez les enfants vata, ça va être plutôt des pellicules sèches. Et puis les traits vont être larges, des yeux profonds, doux, des yeux de biche souvent, des traits larges au niveau du nez, au niveau de la bouche qui peut être assez grande, des joues bien rondes, des grandes oreilles ou encore un nez qui peut être épaté. Voilà, on va voir cette largeur du kappa qu'on va observer dans les traits physiques au même titre que les adultes. Et puis c'est un enfant qui va digérer de façon lente. Il peut avoir peu faim le matin. Ce ne sont pas des enfants qui ont un grand appétit. Ils ont quand même faim, mais ce n'est pas forcément de grands mangeurs. Ils peuvent se sentir aussi assez lourds après les repas. Donc par exemple, manger et aller faire une balade après avoir mangé, c'est quelque chose qui peut beaucoup les équilibrer. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi avec votre enfant kappa. Ils peuvent aussi avoir tendance à manger plutôt par habitude ou par confort que par réelle faim. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir discerner chez eux, qui peut être un peu piégeant chez l'enfant kappa. Mais c'est un métabolisme qui est stable et qui est lent, donc ils vont digérer lentement. C'est pour ça que par exemple l'enfant pitta a très faim au goûter. Il a très faim le matin, très faim à midi, très faim au goûter, alors que le kappa, le matin, bon, pas très faim, le midi peut avoir faim, puis au goûter, bon, il va plutôt manger peut-être être attiré par des sucreries, mais c'est même pas de la faim, c'est plus parce que, voilà, il va avoir envie de manger quelque chose qui lui fait plaisir, plus que par une réelle faim qui peut l'énerver comme un pitta par exemple. Alors au niveau du sommeil, souvent ce sont des grands dormeurs qui vont s'endormir facilement, qui vont dormir profondément et longtemps. Et ils peuvent du coup avoir du mal à se lever le matin, se mettre en mouvement ou encore démarrer une activité. Mais une fois lancés, par contre, ils tiennent dans la durée. Alors là, je mets un gros bémol parce que, par exemple, ma fille, je vous l'expliquerai après, est plutôt pitta vata. Et pourtant, c'est une grosse dormeuse. Moi, je suis pareil qu'elle, je suis une très grande dormeuse, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Et pourtant, je ne suis pas kappa dominante. Mais mon kappa est quand même assez élevé dans ma constitution. Bien que je sois pitta vata, j'ai quand même beaucoup de kappa. Donc le kappa, il peut se traduire aussi par ce besoin depuis toujours, je parle depuis toujours, depuis qu'on est petit, bébé, à avoir besoin de beaucoup dormir. Et c'est souvent aussi des cerveaux qui sont un peu hyperactifs, c'est mon cas et celui de ma fille aussi. Et donc on a besoin de plus de sommeil aussi pour récupérer. Donc ça peut être aussi chez les pitta et aussi chez les vata, notamment ceux qui ont un esprit assez hyperactif, qui pensent beaucoup. Voilà, le besoin de sommeil aussi est intéressant pour équilibrer le système nerveux. Donc attention, c'est pas toujours, ça ne va pas toujours marquer la tendance de votre dosha dominant, mais quand même, néanmoins, on remarque que les enfants kappa sont de grands dormeurs. Après, au niveau de son terrain, il est propice à la congestion, donc c'est ce qu'on voit souvent chez les enfants kappa, pas que évidemment, puisque les enfants, je vous le rappelle, sont en âge kappa. Donc on a cette tendance-là qui va se traduire aussi chez bon nombre d'entre eux, mais encore plus chez les enfants kappa qui peuvent avoir des nez encombrés fréquemment, des rhumes fréquents, de la mucosité au niveau du nez ou encore, vous savez, des glaires au niveau de la gorge, et puis souffrir de congestion chronique parce que c'est un signe d'accumulation d'eau et de lourdeur dans le corps. Donc c'est souvent un enfant qui est très attaché à ses parents, à sa famille, à ses repères, à ses habitudes. La sécurité affective, elle est centrale chez les enfants kappa. Il a besoin de sentir que le lien est solide, constant et fiable pour être équilibré. Et l'enfant kappa, comme je disais, il est stable. Il peut avoir aussi du mal à exprimer ce qu'il ressent, ce qui n'est pas du tout le cas chez un pitta ou un enfant vata. Et il va garder souvent les choses à l'intérieur. Il va encaisser, il va supporter, parfois trop. Et puis ça va sortir par des pleurs, par le fait de bouder ou encore même parfois par de la colère quand c'est plus contenable pour lui. Donc c'est souvent un enfant qui est gentil, tolérant, conciliant, qui se laisse facilement faire, qui va éviter les conflits et préférer l'harmonie, ça c'est très observé chez les enfants kappa, et qui n'aime pas la confrontation, qui préfère le lien. Donc c'est un enfant par exemple qui ira facilement vers un autre enfant triste, vous savez, à l'école ou dans la cour de récréation ou même lorsqu'il est au contact d'autres enfants. Et il va le faire parce qu'il ne supporte pas de voir l'autre seul ou triste. Donc voilà, c'est l'enfant qui va venir protéger, qui va venir parler avec un autre qui va se sentir triste ou à l'écart. Et quand quelque chose ne va pas, il peut ne pas l'exprimer aussi. Il peut être plutôt dans le repli, dans le fait d'être démotivé, de perdre de l'élan, de bouder ou vraiment être plus lent que d'habitude. Donc c'est un enfant qui ne va pas supporter la pression. C'est un enfant qui ne va pas supporter les changements brusques, les ruptures de rythme ou encore les séparations qui sont non préparées. Ça l'angoisse énormément les séparations.
Voilà, l'angoisse de la séparation avec les enfants CAPA, ça peut être assez important. Donc il a besoin d'un cadre qui est sécurisant, régulier et prévisible. Il a peut-être plus de difficultés qu'un enfant Vata ou Pitta à s'adapter. Donc, parce que pour lui, le cadre, c'est rassurant. Donc dès qu'on modifie le cadre, ça peut être un peu la panique à bord. Et du coup, il faut beaucoup le rassurer. Le matin, c'est compliqué de le mettre en mouvement. Il peut traîner longtemps au lit, avoir besoin de plusieurs appels, de temps, de rituels aussi pour démarrer la journée. Donc pareil, le matin, c'est très important de l'accompagner parce qu'il a tendance à l'inertie matinale. Donc se lever, s'habiller, passer à l'action, ça lui demande plus d'efforts. Le corps met plus de temps à s'activer. Par contre, comme je disais, une fois que c'est activé, là, il y a une grande endurance naturelle jusqu'à la fin de la journée. Il va supporter les efforts, il ne va pas lâcher facilement, il va tenir, il va rester actif. Aucun problème. Ce n'est pas un enfant qui est explosif ou rapide, c'est un enfant qui est constant, qui a un rythme régulier. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre toujours du premier coup, il va falloir lui réexpliquer, lui reformuler, passer par des exemples différents. Donc ça peut donner l'impression qu'il ne va pas suivre ou comprendre, mais en fait il met du temps à comprendre parce qu'une fois que c'est compris, ça s'ancre durablement. Donc ce qu'il apprend, il met du temps à l'apprendre, mais par contre il le retient après. Il le retient très longtemps. Et il a une excellente mémoire, surtout émotionnelle. Donc les expériences, les mots, les ressentis, ça le marque profondément. Ce sont souvent des enfants qui vont avoir une mémoire, par exemple, de leur enfance très tôt, qui va débuter aux alentours de 2 ans. Ils vont se souvenir de plein de détails ou de plein de ressentis très jeunes. Du coup, le matin, comme je disais, pour l'accompagner de manière équilibrée, c'est important de mettre en place un rythme du matin. Alors, on évite les matins trop mous, on ouvre les volets rapidement, on allume la lumière, on met une musique un peu dynamique, on propose quelques mouvements simples, par exemple s'étirer, sauter, marcher un peu, même 5 minutes de mouvement, ça va le mettre en énergie. Aussi, vous allez tenter peut-être de faire à sa place parce qu'il va prendre du temps, comme je le disais, le matin pour faire les choses, mais surtout ne le faites pas, parce que ça va encore plus le brusquer. Donc parfois, oui, vous n'aurez pas le choix, évidemment, mais quand c'est possible, respectez ça. Donc, il va mettre du temps à s'habiller, il va traîner pour se préparer. Mais en fait, à chaque fois que vous faites à sa place, vous allez renforcer son inertie. Vous n'allez pas l'encourager à le faire seul et à ce qu'il se mette en fait tout seul en action. Donc c'est important de veiller à ça, même s'il y a des jours où ça sera peut-être moins évident. Mais soyez bien attentifs à ce qu'il ne rentre pas dans une forme d'inertie et qu'il ne se dise pas de toute façon, papa et maman vont le faire à ma place. Donc, troisième point aussi, c'est de bouger tous les jours. Pas forcément du sport intense, évidemment, mais ça peut être par exemple aller marcher avec lui après l'école. Juste 10 minutes, ça suffit. Un tour de vélo, jouer au ballon avec lui, ça peut être danser dans le salon s'il fait froid à l'extérieur, faire un petit peu de mouvement, comme je le disais aussi après la journée à l'école ou la journée chez la nounou, ça va lui faire beaucoup de bien. Le mouvement, c'est un des meilleurs régulateurs pour l'enfant CAPA, autant pour son corps que pour son esprit. Faites attention aussi au trop plein de confort. Un enfant CAPA, il aime les habitudes, il aime le cocooning, il aime les écrans, il aime les moments calmes. C'est pas un problème, tant que ça ne devient pas trop répétitif et exclusif, mais il faut alterner toujours entre un temps calme avec un temps actif. Voilà, on regarde un dessin animé ou alors on fait du coloriage, puis ensuite on va dehors, on va un petit peu extérioriser tout ça et on se met en mouvement. On lit un livre, d'accord, puis ensuite on va bouger un peu. Voilà, valoriser en fait le fait de faire une activité calme, puis après quelque chose d'un peu plus dans le mouvement pour éviter encore une fois cette inertie du CAPA. Au niveau de l'alimentation, l'enfant CAPA va aimer manger par confort et par plaisir plus que par faim et parfois par attachement émotionnel aussi. Donc attention à ça, il faut vraiment être vigilant. Il faut aussi instaurer des épices, intégrer des épices dans son alimentation, donc du gingembre, de la menthe, de la cannelle, du cumin, de l'ail, du tricatou aussi, bien sûr, toujours avec l'adaptation à son âge. Donc une petite pincée, mais de ses doigts à lui, dans son plat, c'est la bonne quantité pour lui. Ça va aider à relancer sa digestion et à éviter la stagnation et la fatigue aussi digestive. Donc pour un enfant CAPA, on privilégie une alimentation chaude, digeste, avec des épices douces et plutôt légères. Les repas qui vont être trop lourds, trop gras, trop sucrés vont accentuer la lenteur et la congestion. Donc c'est mauvais pour eux. Donc des légumes cuits, des légumes verts, ça vous pouvez y aller. Ou ça peut être du fenouil, du brocoli, de la carotte, de la courgette. Des légumineuses aussi bien cuites et épicées. Des céréales légères comme le quinoa, du riz rouge par exemple. Des fruits frais en quantité modérée, mais il en faut quand même. Voilà, des plats qui ne vont pas l'alourdir. Donc par exemple, attention aux excès de produits laitiers. Évitez tout ce qui est produits laitiers le soir.
Sauf évidemment si il prend des biberons et il a encore l'âge de prendre des biberons. Mais de préférence, évitez les produits laitiers le soir. Donc pas de fromage, pas de yaourt. Si vous pouvez plutôt privilégier des compotes par exemple ou des yaourts de lait d'amande par exemple qui sont beaucoup plus légers. On évite les aliments frits le plus possible s'il vous plaît. Le sucre en excès évidemment c'est très délétère pour eux. Les grignotages aussi entre les repas, c'est une catastrophe pour l'enfant CAPA. Donc voilà, la modération, la régularité, la légèreté, c'est important pour eux. La stimulation mentale aussi, c'est important. Donc fixer des petits objectifs, valoriser valoriser leurs efforts, rendre des activités ludiques, ça c'est intéressant. Et puis évidemment, les encourager au contact avec la nature parce que la nature stimule CAPA et le sécurise. Donc jeux en extérieur, balade dans la nature, jardinage, contact avec les animaux, tout ça c'est intéressant pour toutes les constitutions, mais les CAPA sont très très sensibles à ça. Donc c'est un enfant qui a besoin de douceur, de constance, d'être encouragé à passer à l'action, de faire par lui-même, d'oser, de sortir de sa zone de confort. On n'hésite pas aussi à avoir des moments de stimulation, donc par exemple avec le jeu, ça peut être des jeux de mémoire en mouvement, des puzzles chronométrés, ça peut être des jeux de logique aussi avec un temps limité, des jeux de rôle aussi, ça c'est intéressant. Et puis le fait de faire avec votre enfant CAPA, donc cuisiner ensemble, marcher en discutant, ranger en musique, faire du sport ensemble, tout ça, ça va beaucoup le motiver à se mettre en mouvement. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre enfant CAPA, votre petit enfant CAPA ou un enfant CAPA de votre entourage? N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires pour que je puisse un petit peu voir ce qui a résonné avec vous, qui est le plus parlant pour vous. Donc je serai très très heureuse de vous lire et d'échanger avec vous dans les commentaires. Et puis je voulais terminer par le cas de ma fille pour illustrer le propos de ce podcast. Donc ma fille est Pita Vata. Donc je vous ai mis une photo de ma fille à l'écran. Et on peut le voir puisque physiquement, elle a des yeux de chat qui sont clairs, perçants, elle a une belle symétrie du visage, elle a une peau qui est très sensible, qui est assez réactive et qui peut être assez sèche aussi pendant les saisons froides. Donc je mets beaucoup de crème sur les jambes parce qu'elle a la peau un peu sèche, mais qui est très réactive, très douce et elle ne supporte pas la chaleur. Ma fille ne supporte pas la chaleur. Dès qu'il y a trop de chaleur, elle perd patience, elle s'énerve, elle s'agite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle ne supporte pas alors que le froid, elle supporte très bien. Donc là, on voit bien aussi le côté Pita. Elle a les cheveux plutôt fins, brillants, clairs et bouclés. Donc le cheveu Pita Vata, mais qui s'en mêlent très facilement et qui peuvent être assez secs encore une fois. Donc ça, c'est le côté Vata. Elle est en avance sur son âge, notamment sur la compréhension des situations et de la parole. Donc il y a beaucoup de discernement chez elle. Personnellement, je la trouve très intelligente, mais c'est souvent des choses qu'on me rapporte aussi. Elle est très sociable, elle aime chanter, danser, aller voir les gens, discuter avec eux, donc ça c'est le côté Vata aussi. Elle abandonne jamais. Quand elle veut faire quelque chose et qu'elle n'y arrive pas, elle va réessayer jusqu'à temps qu'elle y arrive et on ne peut pas lui mentir. C'est-à-dire quand j'essaye parfois de cacher quelque chose, elle va revenir sur le même sujet jusqu'à ce que je lui explique. Donc ça c'est son côté Pita aussi qui est très présent. Elle a un très bon appétit, c'est un enfant qui mange de tout, qui mange bien. Elle a des selles régulières, donc là c'est le côté Pita aussi. Elle adore faire le clown et dire qu'elle est rigolote. Elle aime faire des blagues, elle aime faire rigoler les gens. Voilà, donc à chaque fois qu'on est en groupe, il faut qu'elle attire le regard sur elle et qu'elle fasse rire. Ça c'est son côté Vata. Elle adore connecter avec les autres, aller vers eux, donc pareil, côté Vata aussi. Elle est toujours partante pour tout, très joyeuse, pleine d'entrain, donc beaucoup d'enthousiasme. Donc ça aussi c'est le côté Vata. Depuis toute petite, on le voit ça chez elle. Alors elle aime bien les challenges, elle aime bien faire et elle veut le faire toute seule. Vraiment elle a besoin d'autonomie. Donc là on a le côté Pita et Vata aussi qui est présent. C'est une grosse dormeuse, donc moi je pense que c'est parce que justement elle cogite beaucoup, elle intellectualise beaucoup les choses, ça va vite dans son cerveau, donc elle a besoin du coup de bien reposer son système nerveux. C'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup chez certains Pita Vata. Et puis elle est très polie. Pardon, s'il te plaît, merci maman d'amour, merci monsieur, merci madame. Et ça de façon naturelle. C'est quelque chose qu'on a encouragé ou qu'on encourage aussi quand même. Mais elle le dit de façon naturelle avec les autres. Et ce côté poli, c'est le côté mesuré du Pita aussi qui est très présent chez elle. Donc ça, ce sont quelques exemples. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais je vous ai mis juste quelques exemples pour illustrer la constitution
de ma fille qui se dessine et j'observe vraiment au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de ce podcast. Je serai très très ravie de vous répondre parce que c'est un sujet qui me passionne. Si vous avez des choses que vous souhaitez que j'aborde plus en profondeur, surtout n'hésitez pas et j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a donné plein d'éléments de compréhension pour votre enfant ou vos petits-enfants, encore une fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grand-mères qui vont m'écouter, ou encore d'enfants peut-être que vous gardez si c'est votre métier. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.